Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Salut! Où c'est que tu vas chercher tes idées d'introduction, me direz-vous? Ben moi, je vous répondrais, c'est l'inspiration du moment. Je veux juste imaginer le visage de la personne qui tombe sur Info TCBH pour la toute première fois. Cette personne-là doit se dire « Mais qu'est-ce que c'est ça? Je pensais tomber sur une émission sérieuse pour une fois à la TCBH. » Pour ceux qui ont déjà écouté Bienvenue à bord, notre ancienne émission d'information, bon visionnement. Ben, vous devez vous dire tout simplement que c'est mon attitude normale. Bon, ça suffit le bavassage, là. Cette semaine, ce que je vous présente, c'est d'abord un point de presse virtuel. Vous commencez à être habitué à ma formule, là. Donc, un point de presse virtuel que le groupe Coeco, en partenariat avec l'UPA, a tenu cette semaine. La 5e chronique du maire avec Jean-Pierre Rioux et une entrevue au hub créatif de Saint-Hubert de Rivière-du-Loup. On commence avec le point de presse virtuel. Donc, comme je le disais, Coeco et ses partenaires voulaient informer les agriculteurs et les acériculteurs du Bas-Saint-Laurent d'un sondage à venir cette semaine sur vos pratiques en matière de plastique agricole. On parle des emballages de fourrage, le foin, là, et les tubulures des érablières. Il y a une pollution qui est présente à ce niveau-là, on ne se le cachera pas. Vous pourrez entendre François Lapointe, chargé de la communication et de la sensibilisation chez Coeco, Solange Morneau, la DG de Coeco, Évariste Ferté, qui est ingénieur et coordonnateur du projet chez Elim Conseil, Julie Potvin, DG de JMP Consultant, et Francis April, vice-président de la Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent. Bon visionnement. Merci à tout le monde d'être là. Merci aux gens des médias d'être présents. Merci à l'équipe d'être présent. Donc aujourd'hui, on couvre un dossier qui est d'actualité. Moi, je peux dire ça qui est d'actualité depuis plusieurs années. La gestion des plastiques agricoles. Beaucoup d'actions ont été prises dans la région ces derniers mois. Il est important, nous, la table, donc le comité sur le plastique agricole du Bas-Saint-Laurent pensait qu'il est important qu'on puisse sortir publiquement avec ce qui a été fait et ce qui se fait dans les prochaines semaines. On a aujourd'hui avec nous comme conférencier Mme Solange Morneau, qui est DG de Coeco. Il va y avoir aussi M. Évariste, j'espère que je ne massacre pas ton nom de famille encore une fois, Évariste Ferté, qui est un PhD ingénieur chargé de projet chez Elim Conseil. Il y a Mme Julie Potvin aussi qui va prendre une prise de parole, qui est directrice générale de JMP Consultant. Et il y a M. Francis April, qui est vice-président de l'UPA pour le Bas-Saint-Laurent, et qui est aussi président du comité sur le plastique agricole du Bas-Saint-Laurent. Si vous vous souvenez, en 2019, au printemps 2019, Recyc Québec envoyait à tout le monde un rapport sur l'étude des plastiques agricoles. Et Coeco s'est retrouvé avec un flux d'appels téléphoniques parce que le Bas-Saint-Laurent se retrouvait la région qui était en 3e rang et c'était une des régions qui était très utilisatrice des plastiques agricoles. Alors, je vais vous dire que moi, j'arrivais chez Coeco, alors c'était vraiment pas évident. Et je me suis permis, lorsque j'ai été interviewée par plusieurs d'entre vous, alors je me suis permis d'être accompagnée par M. Gilbert Marquis, président de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles. Et durant toutes nos entrevues que nous avions faites en 2019, au printemps 2019, nous nous étions engagés, Gilbert et moi, de former un comité sur la situation des plastiques agricoles au Bas-Saint-Laurent, parce que ça avait été autant pour Coeco une surprise de voir que le Bas-Saint-Laurent était une région où la pratique des plastiques agricoles était importante. Alors, suite à ça, à l'automne, on a formé un petit comité dont M. Francis April était présent, Marie-André Audet du MAPAC était présent et Chantal Duvire, la responsable des dossiers
avait tous des informations pour l'ensemble des MRC, mais on s'était dit, on n'est pas les mieux placés pour avoir l'ensemble le portrait. Alors, on a fait une rencontre le 14 janvier pour, bien sûr, répondre à notre engagement. Alors, on a fait une invitation dans tous les MRC du Bas-Saint-Laurent et cette rencontre-là, elle a eu lieu à Trois-Pistoles où nous étions plus de 30-35 personnes. Alors, écoutez, ça a été la surprise de tout le monde. Puis c'est là où on s'est rendu compte que chaque MRC du Bas-Saint-Laurent avait fait des actions par rapport à la situation du plastique et à la situation aussi que du jour au lendemain, les exportateurs étaient plus capables, acceptaient plus cette matière-là. Alors, quand on a vu ça, on s'est dit 35 personnes formées un comité, c'est beaucoup trop. Alors, tous ensemble, on a décidé de former un genre de comité exécutif, si vous me permettez le terme. Et nous nous sommes retrouvés à travailler de février à aujourd'hui avec une équipe plus petite. Et j'étais vraiment aujourd'hui, je trouve ça super important de vous les présenter. Alors, il y a Marie-André Audet du MAPAC, Francis qui tient les cordeaux en tant que président, Chantal Dubé de la Fédération, Isabelle Dorval du groupe Pouce Vert, Vincent Dufour de la Régie intermunicipale de la Métis Matapédia, Maxime Groslot pour la Régie intermunicipale du Témiscouata, Jimmy Bouchard, Société Via qui représente les centres de tri et moi-même, Solange. Alors, suite à ça, bien, on s'est dit, puis là, bien, on avait le portrait, on avait les difficultés aussi des centres de tri lors de l'accueil des volumes du plastique agricole. Alors, on s'est dit, avant de faire quoi que ce soit, puis avant de trouver la meilleure solution, mais toujours à court terme, je pense que c'est super important d'avoir un portrait global du gisement à la firme de ces plastiques agricoles-là. Alors, on a préparé un projet que nous avons présenté au MAPAC et ce projet-là a été accepté. Et durant l'été 2020, bien, il y a eu un appel de projet et c'est les personnes qui sont présentes au niveau de cette conférence de presse-là qui vont rentrer beaucoup plus dans les détails des 4 objectifs que nous sommes donnés pour pouvoir, d'ici la fin de 2002, proposer des solutions à nos producteurs agricoles. Et quand je vous parle de producteurs agricoles, il ne faut jamais oublier au Bas-Saint-Laurent nos producteurs acéricoles. Premièrement, je voulais remercier justement Solange et Coeco pour les efforts, pour avoir initié ces comités régionaux-là. Et d'autre part, aussi le MAPAC pour avoir lancé l'appel à proposition dont tu parles. Nous, c'est sûr que sans ces 2 éléments-là, on n'aurait pas pu être présent ici devant vous aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier notre autre partenaire, Julie Potvin, qui, à la base, nous a sollicité, Elim Conseil, pour travailler une proposition conjointe. Et dans le fond, c'était intéressant, cette association-là, parce que Elim Conseil, peut-être vous ne connaissez pas l'organisation, mais c'est un OBNL qui a pour mission d'outiller les entreprises et organisations dans leur démarche en développement durable. Et depuis à peu près 2017, on porte un projet avec les agriculteurs qui s'appelle le Club Développement Durable en agriculture. Et on a sensibilisé par ce projet-là à peu près au moins 32 agriculteurs aux pratiques agricoles durables. Donc, l'objectif du projet, comme le mentionnait Solange tantôt, de dresser un portrait des gisements à la ferme. Donc, comme on le mentionnait, on va diffuser notamment un sondage auprès des différents producteurs agricoles et acéricoles du Bas-Saint-Laurent. C'était aussi au niveau du portrait, oui, c'était évidemment les producteurs, les utilisateurs, mais aussi l'ensemble de la chaîne de valeur qu'on voulait sonder, entre guillemets. Donc, notamment les centres de tri, les recycleurs, les écocentres et même les municipalités. Donc, ça va peut-être plus se faire par des entrevues plutôt qu'un sondage, mais parce que dans le fond, tout le monde fait partie de la solution et donc on veut co-créer une solution régionale avec l'ensemble des acteurs. Donc, oui, le sondage pour les producteurs, mais aussi l'ensemble de la chaîne de valeur du recyclage au Bas-Saint-Laurent.
avec les autres acteurs, notamment, on parlait au niveau du comité plus restreint, des acteurs comme les centres de tri, comme les recycleurs, les éco-centres. Tous ces gens-là, ils font partie de la chaîne de valeur pour le recyclage du plastique. Et donc, ils font partie de la solution, entre guillemets. Donc, oui, il faut cartographier comment mieux les utilisateurs, avec donc les générateurs, si on veut, de plastique. Mais il faut aussi regarder au niveau de la chaîne de valeur comment on peut tous travailler ensemble pour identifier une solution commune et lever les freins et bien faire les choses finalement avec l'ensemble des acteurs. Donc, l'idée qui est un peu derrière ça, c'est une idée de co-création d'une solution générale où tous les acteurs font partie de la solution, seront intégrés dans la démarche. Un deuxième objectif du projet, c'est de donner suite à plusieurs des recommandations qui ont été émises dans l'étude sur les plastiques agricoles, qui a été faite par Recycle Québec en 2019. Et donc, pour faire de cette initiative une initiative gagnante. Donc, on le mentionnait tout à l'heure avec le sondage et puis l'approche qu'on a, on veut intervenir, on veut faire participer les acteurs locaux, comme le préconise le rapport de Recycle Québec, donc que ce soit les producteurs, les municipalités, toute la filière de recyclage en amont de l'implantation de la solution proposée. D'autre part, une des recommandations, c'est de poursuivre la caractérisation des plastiques agricoles utilisés au Québec. C'est sûr que le chiffre qui était mentionné dans le rapport, on est la 3e région utilisatrice de plastique agricole au Québec. Je crois que c'est 1625 tonnes à peu près qui seraient estimées d'être consommées. Il faut valider cette information-là puisque c'était une extrapolation de Recycle Québec. Donc, il faut bien confirmer tout ça. Puis, c'est un des rôles que va avoir le sondage. Et d'autre part, il était mention de déployer un système uniformisé à large échelle tenant compte des réalités régionales. C'est sûr que le Bas-Saint-Laurent, c'est une grande région qui est très diversifiée dans les MRC, un grand espace. Donc, peut-être que les enjeux de collecte, par exemple, seront différents d'une région à l'autre. Donc, il faudra tenir compte de ça pour proposer une solution qui se tienne. D'autre part, il faut aussi bâtir sur l'expertise qui est en place et des choses qui fonctionnent déjà. Je peux souligner peut-être 2 bons coups qui existent en ce moment dans la région, notamment au niveau des tubulures d'érablières. Il y a une association entre la régie intermunicipale du Témiscouata et la société VIA pour faire du recyclage des tubulures d'érablières. Donc, c'est sûr que ce projet qui existe, on va essayer de le faire grossir à l'échelle du Bas-Saint-Laurent, par exemple. Et un autre exemple, peut-être plus cette fois-ci sur le plastique agricole, il y avait une synergie qui avait été mise en place avec Synergie Bas-Saint-Laurent entre un recycleur de Montréal et un centre tri de la région des Basques, donc qui a permis de dévier de l'enfouissement 100 tonnes de plastique agricole qui étaient stockés jusqu'à présent, qui étaient stockés pendant au moins 2-3 ans là, et qu'on a fini par trouver un débouché. Le troisième objectif, c'est évidemment de supporter le comité régional sur les plastiques agricoles. Solange en a parlé tantôt. L'idée un peu de l'équipe terrain qu'on vient juste de vous parler, c'était de servir de liaison entre ce qui va se faire concrètement dans l'appel à projet et ces réflexions générales. Donc, on va ramener les résultats étape par étape du projet au comité régional et on va essayer, en fonction des recommandations qu'on va faire émerger au niveau régional, de faire percoler ça au niveau plus local pour faire en sorte que les solutions soient adaptées aux réalités du terrain. Que ce soit celle des agriculteurs, comme on le mentionnait tantôt, mais aussi celle des acériculteurs, mais aussi celle des recycleurs, celle des centres de tri, même avec les municipalités auxquelles il faudra s'arrimer. C'est souvent eux qui sont responsables de la collecte. Enfin, un 4e objectif, c'est d'identifier des alternatives possibles au plastique agricole pour en réduire à la source les besoins. Parce que oui, c'est sûr qu'actuellement, on consomme beaucoup de plastique, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des alternatives, d'autres manières d'entreposer les forages? Donc, on va faire une revue de littérature des bonnes pratiques au Québec et au Canada, et donc, notamment notre collègue Julie Potvin de consultant GMP. Et nous, de notre côté, c'est sûr que Synergie Bas-Saint-Laurent, on est en contact avec le réseau de Synergie du Québec. Donc, on est aussi très au courant de différentes autres initiatives régionales qui sont mises à place ailleurs dans la province. Donc, on va pouvoir s'inspirer un peu de ce qui s'est bien fait dans d'autres régions pour pouvoir avancer avec une solution qui a de l'allure au niveau du Bas-Saint-Laurent. D'autre part, c'est de faire connaître donc les coûts-bénéfices des différentes options possibles d'entreposage des fourrages et éventuellement de tester avec des projets pilotes différentes options. Un dernier petit mot peut-être sur l'échéancier du projet.
Donc, on a commencé nos travaux, on va dire, en janvier 2020-2021. L'objectif est plus de la phase de portrait, communication, établissement du portrait. On se donne comme objectif de finaliser tout ça aux alentours de mai 2021 pour en arriver, si possible, en mars 2023, à un système qui soit viable au niveau du bassin Laurent. Le dernier objectif, ça serait donc de diffuser les résultats du projet à l'ensemble des gens intéressés, notamment donc les élus, les utilisateurs, et de faire rayonner ça un peu dans l'ensemble des différentes MRC. Alors, comme les collègues l'ont mentionné, l'étape 1 du projet, ça va vraiment être de faire un portrait précis pour obtenir une connaissance fine de la réalité régionale. On l'a vu avec l'étude de Recy Québec, c'est-à-dire on a une quantité, un volume, 1265 tonnes. C'est peut-être ce qui a donné un peu l'impulsion pour se mobiliser d'un point de vue régional, à se dire, oh là là, on est troisième, on produit beaucoup de plastique, mais en fait, comme on l'a mentionné déjà, c'est une évaluation. Alors, comment on en produit, combien on en produit précisément, où exactement, dans quel MRC, sur le territoire, par qui, et puis comment les matières sont traitées, ça, c'est pas une connaissance qu'on a là actuellement de façon précise. Alors, pour bien travailler, on a besoin de plus de précision, d'où le sondage. Alors, la conférence de presse de ce matin, évidemment, on lance officiellement le projet, c'est le premier objectif, mais comme on l'a mentionné, le deuxième objectif, c'est vraiment de favoriser de façon très large la participation des producteurs au sondage. Alors, parlons-en du sondage, ce fameux sondage dont on parle depuis le début. Un sondage qui va être très simple, de type SurveyMonkey. On va avoir un lien sur lequel les producteurs vont pouvoir cliquer. C'est un sondage qui va prendre moins de 10 minutes. En fait, pour qui ça va prendre le plus de temps, c'est les producteurs animaux qui ont aussi une production acéricole. Mais sinon, c'est les producteurs de bovins de boucherie, les producteurs ovins, producteurs laitiers. Ça va prendre peut-être 7-8 minutes. C'est pas non plus un sondage là où on va avoir besoin de fouiller énormément dans sa comptabilité ou quoi que ce soit. On rassure tout de suite les gens, à part peut-être une petite recherche sur la quantité de rouleaux de plastique achetés annuellement ou ce genre d'informations, c'est vraiment un sondage qui va être très simple. On rappelle ici que les matières visées sont les pellicules d'enrubanage, les plastiques pour les fameux silos fausses, donc les grandes bâches de plastique et aussi les tubulures d'érablière. On a ciblé ces éléments de contenu-là parce que c'est ceux qui représentent les volumes les plus importants produits. C'est sûr que au niveau de nos petits maraîchers, par exemple, qui utilisent des fois les plastiques de serre ou tout ça, oui, c'est sûr, il y a des plastiques agricoles qui sont produits, mais en termes de volume, on a vraiment voulu cibler là, les producteurs acéricoles et ceux qui sont en production animale. À cause des gros volumes. Alors, la nature des informations qu'on va aller chercher au niveau du sondage, c'est justement la localisation précise. La première question d'entrée de jeu, ça va être dans quel MRC vous êtes situé, parce qu'on veut vraiment connaître d'où viennent les plastiques. On veut évidemment des précisions sur les quantités par type de plastique produit, la qualité des plastiques, mais aussi les pratiques actuelles adoptées par les producteurs agricoles, autant au niveau du nettoyage, de l'entreposage et éventuellement du recyclage. On l'a mentionné tout à l'heure, certains plastiques sont déjà recyclés. Ce qu'on veut savoir, c'est ce que les producteurs font actuellement, mais aussi ce qui est encore plus important, c'est qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire dans l'avenir pour travailler, nous aider en fait à travailler avec les matières plastiques qui sont produites sur le territoire. Donc, il va y avoir des questions qui vont toucher à tous ces éléments-là dans le sondage.
Évidemment, avec votre aide, mais aussi avec l'aide des partenaires du comité, il va y avoir une large diffusion de ce sondage-là dès demain, en principe avec l'aide de la Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent. Nos producteurs vont être rejoints pour pouvoir participer à ce sondage-là. Il va y avoir aussi éventuellement d'autres partenaires qui vont diffuser ce sondage-là via les clubs conseils en agro-environnement, entre autres, et les autres firmes de services conseils en agriculture au Bas-Saint-Laurent. Donc, on veut vraiment une large diffusion parce qu'on est très ambitieux. On espère avoir 30% là, de réponses à ce sondage-là. Donc, on s'excuse à l'avance auprès des producteurs qui risquent de recevoir ce fameux sondage par divers médias, par différents canaux de diffusion. Mais voilà, c'est l'important, c'est qu'on puisse avoir de la matière le plus possible là, pour travailler par la suite. À titre d'information, vous savez sûrement les journalistes qu'il y a environ 2000 entreprises agricoles, un petit peu moins là, au Bas-Saint-Laurent. Les entreprises qui sont visées, on réduit ça à peu près à 1500 entreprises, dont presque le tiers, pas tout à fait, là, 422 sont des producteurs acéricoles. Alors, ces gens-là vont être visés de façon précise et les autres, un petit peu plus de 1000, sont des producteurs laitiers, ovins et bovins, comme je l'ai mentionné, et un petit peu moins d'une centaine de producteurs qui font des plantes fourragères, donc du foin de commerce, comme on le dit là dans le jargon. Donc, on vise ces 1500 producteurs-là, une trentaine de pourcents là, de taux de réponse. Évidemment, on est à géométrie variable au Bas-Saint-Laurent en termes d'agriculture. Vous savez que, par exemple, la MRC de Matane a moins de 100 entreprises agricoles, alors qu'au Témiscouata, on en a plus de 300. On sait aussi qu'au niveau des productions, c'est très variable aussi. 56% des acériculteurs sont au Témiscouata, alors qu'en termes de production laitière ou bovine, c'est l'ensemble du territoire qui est touché. Alors, nous, notre rôle, ça va vraiment être d'avoir un échantillon extrêmement représentatif de tout le territoire. Alors, suite à la diffusion large, si on veut, du sondage, on va travailler de façon plus pointue avec nos partenaires sur le territoire pour aller nous assurer d'avoir un portrait vraiment très précis. Exemple, si on a un taux de réponse un petit peu plus bas au niveau des acériculteurs, on va travailler fort avec le club acéricole pour aller chercher les éléments de réponse. On sait que c'est un enjeu, entre autres, actuellement parce que la saison des sucres est déjà débutée et donc on va travailler fort pour aller chercher des éléments représentatifs de ce secteur-là aussi. Alors voilà, donc dans l'échelle du temps, dans les 3 ou 4 prochaines semaines, on va collecter les données. Ensuite, notre rôle, ça va vraiment être d'établir le portrait détaillé qui sera, on l'espère, disponible dans le courant du mois de mai. Et avec les collègues, Émilie et Évariste, on va travailler par la suite à tous les autres éléments là, de concertation, de logistique pour organiser dans l'avenir le plus possible la collecte là, des plastiques et ainsi de suite. Et Évariste l'a mentionné aussi, nous, JMP Consultants, c'est évident qu'on a beaucoup d'intérêt à ce que les producteurs soient sensibilisés au niveau des pratiques, mais aussi des alternatives possibles. Donc, on va travailler aussi beaucoup à ce niveau-là, au niveau des coûts-bénéfices, mais aussi impacts environnementaux des différents modes d'entreposage des fourrages. Les balles rondes, c'en est un exemple, mais il y a les silos meules, les silos verticaux. Donc, il y a toutes sortes d'éléments de réponse. Donc, on va travailler à ce niveau-là aussi. Bonjour tout le monde. Oui, Francis Après, je suis premier vice-président de l'UPA, mais avant tout, je suis producteur agricole. Et j'ai changé de production, mais j'ai quand même déjà utilisé ce type de plastique-là. Donc, je le connais quand même assez bien et je connais quand même très bien aussi la problématique au niveau régional. Alors, du côté du MAPAC, vous voyez qu'ils ne sont pas là aujourd'hui pour des raisons incontrôlables. Ils ne pouvaient pas être avec nous. Mais je tenais quand même à vous dire que depuis le début, moi et Solange, c'est-à-dire Coeco et l'UPA, quand on a approché le MAPAC, on a toujours eu une belle ouverture et ils ont toujours été très, très sensibles à la cause. Il y a eu plusieurs rencontres en nos trois et c'était important pour nous autres que le MAPAC soit là parce qu'on travaillait ensemble au niveau régional, mais on voulait aussi savoir un peu ce qui se faisait au niveau provincial.
Il y a quand même un comité au niveau provincial et le MAPAC est là-dessus. Ça fait que c'est important pour nous autres d'avoir aussi cette partie-là de ce qui se fait au niveau provincial. Et à travailler ensemble, on s'est rendu compte que, en fait, tout le monde, on avait toujours le même objectif, c'est-à-dire d'avoir de plus de plastique qui se récupère à la ferme et d'éviter à ce que ce plastique-là s'en aille au site d'enfouissement. On partageait aussi un même grand rêve que personne n'a parlé à venir jusqu'à la date. Puis ce rêve-là, c'était d'amener une deuxième vie à ce type de plastique-là et qu'il soit transformé en région. Ça, on peut dire, dans le fond, c'est pas interdit de rêver. Je pense que c'est beau rêver, mais ça serait peut-être intéressant aussi de viser ça, que ce tonnage de plastique-là soit transformé en région. Le MAPAC, de leur côté, ont fait amené un gros pas positif au projet en amenant une contribution financière monétaire. C'est le ministère qui nous a amené ça par l'intermédiaire du programme PAR. C'est le plan d'action d'approche régionale. Et comme Solange le disait, on a appliqué là-dessus, puis c'est quand même un montant de 60 000 là, qui nous a été attribué. Ça fait que je pense qu'à un moment donné, ça va nous aider grandement à mieux cibler toute la problématique, puis être mieux outillés à outiller les acteurs concernés là, pour trouver des solutions à cette problématique de plastique agricole-là. Écoutez, du côté de l'UPA, nous, moi comme Gilbert, on est souvent à l'avant-plan et je parle de Gilbert Marquis, notre président. Souvent, on reçoit des commentaires de producteurs et ça fait longtemps que ce dossier-là revient année après année. Et il n'y a jamais une solution de trouver qui est permanente. Des fois, on avance, mais la solution n'est pas là pour durer. Puis ça, malheureusement, c'est ce qu'il faut trouver. C'est un défi qu'on a. Évidemment, au niveau des producteurs, moi, ce que je ressens, c'est que plus que jamais, là, ils sont prêts à mieux faire les choses et cette problématique-là sont de plus en plus conscients que c'est important pour eux là, d'avoir un plastique de qualité qui se retrouve, au centre de récupération, au centre de tri, si on veut. Parce qu'à un moment donné, il y a eu une grosse problématique à ce niveau-là, qu'à un moment donné, le plastique n'était pas nécessairement de bonne qualité, mais je pense que de plus en plus, les producteurs sont prêts à faire effort. Mais je pense qu'à un moment donné, ce côté-là, c'est un gros défi qu'on a, en fait, d'avoir une collecte qui est simple, qui est efficace, qui est pratique au niveau des producteurs. Qui soit aussi uniforme à la grandeur de la région. Ça, c'est quoi qu'on a constaté aussi, là, c'est que d'une MRC à l'autre, souvent la collecte se faisait de façon différente. Ça, ça amène un certain, je vous dirais, une certaine incompréhension au niveau des producteurs. Ça fait que ça, il faut viser ça aussi. Et vous savez, quand à un moment donné, il y a des efforts qui se font au niveau de nos producteurs dans le champ, ils s'attendent d'être bien récompensés. Quand que je dis d'être récompensés, pour eux autres, c'est pas nécessairement monétaire, c'est d'être récompensés dans le sens que d'être assuré que ce type de plastique-là, qu'il y ait une deuxième vie. Fait que ça, quand que tu travailles dans l'intérêt de tout le monde, puis que maintenant, il y a une bonne récupération qui se fait, faut quand même pas que ça se retrouve quand même au site d'enfouissement. Là. Ça fait que ça, c'est important, je pense, à un moment donné, de travailler là-dessus, de au moins les récompenser à ce niveau-là. Vous savez, en terminant, ce dossier-là, comme je le disais tantôt, ça fait plusieurs années qu'on travaille là-dessus, puis qu'à un moment donné, on ne voit jamais la lumière au bout du tunnel, mais là, je pense qu'à un moment donné, le gros pas qu'on a fait ensemble, c'est justement de se parler. C'est peut-être ce qui me manquait au tout début, c'est que tout le monde se parle, MRC, Centre de tri, Coeco, l'UPA, MAPAC, qui
tous ceux qui travaillent autour de ce projet-là, je pense qu'en se jasant ensemble et qu'en ayant des objectifs qui sont clairs, on va être capable d'atteindre, de voir justement la lumière au bout du tunnel. Et aussi, Julie en parlait un petit peu tantôt, je voudrais quand même profiter de l'occasion pour m'adresser à tous les producteurs, les 1000 producteurs qui sont laitiers, ovins et bovins, et aussi les 400 quelques producteurs acéricoles. S'il vous plaît, prenez quelques minutes de votre temps pour remplir le sondage. C'est extrêmement important pour nous autres. Ce sondage-là va vous être envoyé probablement, sûrement cette semaine, un premier sondage par la Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent. Essayez autant que possible d'y répondre le plus rapidement possible. Et écoutez, votre participation en grand nombre est essentielle à la bonne démarche pour trouver des solutions pour les plastiques agricoles en région. C'est intéressant, on retient que les producteurs sont prêts à poser les bons gestes, mais que ça peut être intéressant pour eux de savoir qu'à l'autre bout, il y a effectivement des débouchés pour souligner les efforts qu'ils font dans tout ça. Merci, très fort intéressant. C'est ce qui complète le point de presse virtuel. On s'en va prendre une pause publicitaire et on vient avec une entrevue au Trésor de Joséphine. Vous entendrez Magali Morel, la coordonnatrice du Hub créatif, Maison des générations du terroir de Saint-Hubert, et Josée Ouellette, la directrice générale de la Coop Solidarité et Santé de Saint-Hubert. À tantôt tout le monde. Aujourd'hui, on vous parle de fraude sur Internet et pour ce faire, j'ai fait appel à une spécialiste du web et des médias sociaux, Madame Pauline. Bonjour. L'autre jour, j'étais sur Snapchat avec mon amie Huguette et là, un courriel apparaît sur ma tablette. Ça dit « À l'aide, grand-maman, je suis présentement en voyage dans le sud. Je viens de contracter une grave maladie et je suis à l'hôpital. Malheureusement, j'ai plus d'argent sur moi et il me faut 5 000 $ d'ici la fin de la journée pour payer les services d'urgence. Merci, grand-maman, de m'aider à traverser cette épreuve. Je compte sur toi. Tu peux me virer l'argent par l'entremise de cette adresse. » J'ai paniqué. Je me suis dit, Alexandre est chez son père, puis Michael est au cégep. Ça n'a pas de bon sens. J'ai vérifié avec mes filles. Puis vraiment, là, on réalise que ce n'est pas vraiment très sérieux, cette demande-là. Ce que vous avez vécu, Madame Pauline, ça s'appelle une fraude grands-parents. Les fraudeurs vont essayer de provoquer de l'angoisse chez vous. Ils vont invoquer un sentiment d'urgence, c'est-à-dire une arrestation, une maladie, une séquestration, pour tenter de susciter une réaction rapide chez vous et vous soutirer rapidement de l'argent. Ça peut se faire autant par Internet, par téléphone ou par courrier conventionnel. Il y a d'autres fraudeurs qui vont se faire passer pour des organismes gouvernementaux, pour des banques, et ils vont essayer de vous soutirer de l'argent. On appelle ça la fraude du paiement urgent. Que faire si ça vous arrive? On reste calme et on n'envoie pas d'argent. On reste calme et on n'envoie pas d'argent. On reste calme et, je pense que vous avez compris, mais on n'envoie pas également d'informations personnelles. Faites comme moi, posez des questions et les réponses, il y a juste les membres de votre famille qui pourront y répondre. N'oubliez pas que vous pouvez toujours faire appel à votre service de police local. La fraude, ça touche aussi des sites comme Facebook, Twitter ou Instagram. Tout le monde aime se faire souhaiter bon anniversaire à sa fête. Toutefois, les gens dévoilent leur nom, leur prénom, leur date de naissance. C'est une mine d'or pour les fraudeurs. Au moins, limitez la diffusion d'informations. Par exemple, ne donnez pas votre année de naissance. Et aussi, n'acceptez pas des demandes d'amitié de n'importe qui, parce que des fraudeurs vont utiliser cette façon de faire pour tenter de vous soutirer de l'argent plus tard. Là, les jeunes, il faut que vous soyez prudents. Soyez attentifs à la fraude, la guiche. Un ami d'un ami essaie de vous joindre via les médias sociaux et vous demande s'il peut accéder à votre propre compte pour y déposer de l'argent ou en retirer. En échange, vous recevrez une commission. Ne tombez pas dans le piège. Vos informations bancaires et votre carte de crédit, c'est personnel.
Pour d'autres conseils de prévention, je vous invite à consulter le livret La fraude en 3D disponible sur le site web de la Sûreté du Québec. Je suis Magali Morel, la coordonnatrice du Hub créatif Maison des générations du terroir de Saint-Hubert. C'est tout un projet avec 3 grands volets. On a d'abord et avant tout, sous l'égide des Trésors de Joséphine, on a le volet friperie. Donc, on est dans la récupération, revalorisation des vêtements et matières textiles. Autant pour donner accès aux gens qui ont peu de moyens à des vêtements accessibles de bonne qualité, que de simplement récupérer et de réduire notre impact environnemental en n'emmenant pas des tonnes et des tonnes de vêtements dans les sites d'enfouissement. La boutique d'artisanat du terroir, donc on veut valoriser l'artisanat local, les gens de la région qui fabriquent des merveilles, là. Puis on veut au fur et à mesure aussi aller chercher des gens dans la production locale alimentaire. Et puis l'autre partie qui, elle, vise à travailler sur la santé physique et mentale de nos gens, c'est dans les locaux aussi, c'est d'avoir des ateliers créatifs où on pourra faire de la transmission de connaissances entre les générations aussi, d'où le nom de l'organisme. Il y aura encore une fois des cours de guitare, on offre des cours, on aura des ateliers de poterie. On vise aussi à avoir des cours de dessin, de peinture à l'huile. On a des cours de motivation et de méditation. On a un piano, donc on veut avoir des cours de piano. On a des ressources, on est en partenariat avec les fermières de Saint-Hubert, donc on va pouvoir avoir des gens qui vont nous enseigner à tisser, à coudre, à tricoter, à faire de la broderie. On a aussi des partenariats avec le Carrefour des initiatives populaires, donc pour travailler sur tout l'aspect alimentaire. On va amener les jeunes aussi à venir ici, nous fréquenter pour peut-être s'outiller pour partir de la maison. Parce que souvent, on quitte la maison, puis comment je fais pour me faire bouillir de l'eau? Je ne sais pas. Donc, on veut leur offrir des ateliers comme ça. On veut amener aussi les cuisines collectives ici. Bref, on a des idées. Il faut juste avoir le temps et pas de COVID pour nous permettre de les faire. Josée Ouellette, je suis directrice générale à la coop de Solidarité Santé Saint-Hubert. C'est un organisme à but non lucratif, formé sous forme de coopérative, qui sert à assurer des services de proximité dans le milieu. La coopérative de santé, c'est un projet qui a démarré en 2011 suite au départ, à l'annonce du départ du médecin qui avait travaillé à Saint-Hubert depuis plus de 35 ans. En 2010, la population s'est mobilisée pour maintenir les services de médecins de famille dans le milieu. Donc, la coopérative a été formée à la base pour maintenir un médecin dans le milieu. Mais le projet a beaucoup évolué depuis 2011, l'année de sa création. L'an passé, quand le deuxième médecin qui nous a annoncé qu'il quittait, qui a été remplacé par une jeune médecin de la place, on a porté une réflexion sur l'autonomie financière de la coopérative. Donc, on vit spécifiquement des contributions des membres. Donc, ce qu'on cherche maintenant, c'est d'avoir un second médecin de famille pour assurer la prise en charge de toutes les familles du village. Parce que le village de Saint-Hubert, c'est un village qui est en expansion. Il y a des nouvelles familles qui prennent possession des résidences au bord des Trois-Lacs. Donc, afin d'assurer l'autonomie financière de la coopérative, est germé un projet d'éducation à la santé physique et mentale. Et moi, je suis de nature très artistique à la base. J'ai donné des cours de peinture pendant 25 ans. Et je me suis rendu compte que les arts, peu importe la forme qu'ils prennent, sont un grand moteur de bien-être et un grand moteur pour améliorer la santé des gens quand on parle de santé mentale, mais aussi physique. On a senti un engouement pour ce genre de cours de formation-là. Les jeunes veulent réapprendre à cuisiner. Les jeunes veulent réapprendre à tricoter, à coudre, à faire de la broderie, à faire du tissage. Ils s'intéressent de plus en plus à ça. Donc, le projet vient répondre à un besoin. Ce qu'on veut, c'est que nos aînés, qui ont des savoirs immenses au niveau de la création artistique et artisanale, puissent transmettre ces choses-là aux jeunes.
Il n'y a pas de lieu présentement pour le faire, fait que le hub créatif va devenir un lieu pour ça. Les activités du hub vont servir à financer les soins de santé de proximité dans le milieu. Donc, tout le monde est gagnant, les gens apprennent, les gens viennent donner au hub, le hub redonne à la coopérative et la coopérative est capable de redonner aux gens au niveau de la santé en leur assurant un médecin de famille. Donc, à Saint-Hubert, en maintenant ça dans le milieu, bien, ça fait que les gens sont intéressés à venir rester ici parce qu'ils disent on a tout ce qu'il faut, là. On est autonome. En fait, pour devenir membre à la coopérative de santé, ça coûte 50 $. Tu deviens membre, tu peux devenir soit membre utilisateur ou membre soutien. Un membre soutien, tu payes ta carte de membre, 50 $, puis ça soutient la coopérative, tu n'as pas d'autre chose à faire, tu es un membre soutien de la coop. Pour être un membre utilisateur, il faut cependant à chaque année s'engager à payer une contribution annuelle. La contribution annuelle des membres depuis 2014 est autour de 100 $. Ça ne coûte pas si cher que ça. Les gens peuvent payer par paiement préautorisé. C'est 8,90 $ par mois. Ça se prend automatiquement. Les gens qui ont adhéré à ça, ils disent on ne sent pas ça, puis ça vous aide, puis tant mieux, c'est parfait. On vit aussi au niveau des subventions gouvernementales. On a reçu une subvention du secrétariat à la jeunesse pour créer des activités intergénérationnelles. On a reçu aussi un don du Fonds du Grand Mouvement des Jardins de 130 000 $. Donc, la Caisse des Jardins de Vigie-Villeray a participé et contribué pour 30 000 et le Fonds du Grand Mouvement pour 100 000. Ça, c'est pour rénover les espaces et mettre ça adéquat pour faire nos activités. On a reçu tout plein d'autres dons aussi. On a reçu des dons de La Ruche cet automne dans le cadre du concours Bienveillant collectivement. On a reçu tout plein de choses. Ces argents-là vont servir à améliorer les espaces ici pour être fonctionnels. Moi, là, je rêve que les gens prennent conscience de la chance qu'ils ont à Saint-Hubert d'avoir un organisme comme la Coop de Solidarité Santé, un organisme qui vient en aide aux démunis, qui vient en aide aux aînés. Pendant le temps de la COVID, dernièrement, on a donné du soutien à plus de 30 aînés. On est allé adapter leur domicile, on leur a mis des barres de soutien dans leur salle de toilette pour leur permettre de demeurer à domicile le plus longtemps possible puis éviter les risques de chute. Donc, on a travaillé fort pour maintenir nos gens. On travaille fort pour maintenir nos gens à Saint-Hubert. C'est inimaginable tout ce qu'on peut faire, mais ça nous prend un minimum de soutien. Donc, il faut que les gens deviennent membres et c'est tout. C'est pas un gros montant d'argent et ça peut faire tellement de différence, là. On est de retour. J'espère que vous avez découvert une belle entreprise en émergence. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir ce qui se passe ailleurs qu'à Trois-Pistoles et ses environs. D'ailleurs, s'il y a du neuf dans votre communauté, que vous entendez mon message, appelez-moi au 418-851-4000. Ça va me faire plaisir de venir faire un tour chez vous. On va maintenant voir la 5e chronique du maire avec Jean-Pierre Rioux. On est déjà rendu à la 5e semaine des chroniques du maire. Ça va bon train, comme on dit. Cette semaine, Jean-Pierre vous parlera du COVID un an plus tard. Donc, les mesures sanitaires ont été lancées le 11 mars 2020 au Québec et M. Rioux fera un topo en 10 minutes de ce qui s'est passé sur son territoire jusqu'en date du 16 mars 2021, la date où on a enregistré la chronique. Bon visionnement! Merci encore une fois à la télé communautaire de m'inviter à titre de maire pour vous donner une chronique ou des sons de cloche un peu de ce qui se passe dans notre milieu. Cette semaine, je vais vous parler d'un sujet qui semble d'actualité dans le monde entier, qu'on appelle le COVID-19. Alors, on n'y échappe pas, mais il y en a quand même des éléments ici qui nous touchent le plus près dans le Bas-Saint-Laurent, dans les Basques. Et c'est ça que je vais vous traiter plus particulièrement. Alors, on est aujourd'hui le 16 mars 2021, donc les chiffres que je vais vous donner tout à l'heure, ou les précisions, sont en rapport au 16 mars 2021, et non les dates qui suivent après, comprenez-vous. Mais alors, c'est un peu dans cet angle-là, il faut le prendre aussi, là. Peu de gens le savent, mais quand la pandémie a été déclenchée le 11 mars 2020, nous, ça a été, je dirais, en dedans de 2 jours. La décision qu'on a prise, c'est de fermer tous nos établissements publics qu'on a pour éviter la propagation de ce virus-là. Ceci étant dit, il a fallu poser des gestes et ce que peu de gens savent, dès ce moment qu'on a eu l'avis du gouvernement qu'on s'en allait vers une crise majeure, alors ici, à l'hôtel de ville, on le fermait à tous nos employés, tous citoyens, personne ne pouvait rentrer à l'intérieur. Il y avait une cellule de crise qui était formée ici, c'était un bunker.
Alors, à partir de la mi-mars jusqu'au début juin à peu près, à tous les jours pratiquement, Pascal Rioux, ma directrice générale, Jonathan Brunet, qui était notre chef au niveau des incendies, de la sécurité civile, moi-même, étions en réunion à tous les jours, 1 heure à 2 heures par jour, et on prenait des décisions solides par rapport à ce qui se passait à Québec, ce qui se passait à Ottawa. Donc, il fallait prendre des décisions. C'est ce qui fait qu'à chaque élément nouveau qui apparaissait, on informait la population du mieux qu'on pouvait, mais il fallait prendre des décisions aussi. Prenez exemple comme notre service d'incendie. Nos pompiers, qui étaient autour de 18, à tous les lundis soirs, normalement, ils devaient pratiquer. Ils pratiquent à tous les lundis soirs pour devenir des meilleurs pompiers. Mais avec cette crise-là, pendant près d'1 an, les pompiers, on parle d'1 an après, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pratiquement pas eu de pratique ensemble. Sinon, d'aller sur les feux par obligation avec des règles très précises. Alors, comprenez-vous, ça a changé toute la vie du monde. Vous savez, là, je n'irai pas plus loin dans ça. Mais en même temps, au cours de l'été, les réseaux de la santé nous ont dit « Préparez-vous, la ville, on voudra avoir un espace pour pouvoir donner du vaccin. Donc, il faut que vous nous protégiez un espace dans la ville pour les gens du territoire pour avoir droit à un vaccin. Donc, ça prend un espace qui n'est pas contaminé. Ça veut dire qu'on prend la grande salle au centre culturel qui est présentement sert d'espace pour pouvoir recevoir le vaccin présentement, là où je vous parle. Là. Alors, cette salle-là, on l'a fermée au public depuis le début de la pandémie, durant tout l'été. Et l'automne, on l'a gardée pour que le réseau de la santé, quand il nous dirait « Go, on ouvre la salle », elle est là, on sait qu'elle est absente de toute problématique de coliforme ou quoi que ce soit. Elle n'a pas été touchée par l'être humain pendant des mois. Donc, c'est ce qui fait que notre salle est occupée par le réseau de la santé présentement pour faire des vaccins. Alors, il fallait, nous autres aussi, là, il y a une grosse réflexion que le Conseil de ville a portée avec l'été qui s'en venait, c'est-à-dire, il va y avoir du terrain de jeu. Vous savez, là, les écoles étaient fermées, puis nos enfants étaient chez nous. Puis là, on se disait, durant l'été, notre terrain de jeu, 80 jeunes, on fait quoi avec? Centre culturel, on ne pouvait pas l'utiliser parce qu'il était comme protégé pour le réseau de la santé. En tout temps, il pouvait débarquer pour dire, on prend le vaccin, puis on y va. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'on a déménagé nos pénates à l'Arena. Et les terrains de jeu, on a dit, on les tient pareil pour les enfants. Parce qu'on a privé tout le monde, y compris eux surtout. Alors, donnons-leur une chance. C'est ce qui fait qu'on a aligné pareil un terrain de jeu avec des mesures sécuritaires COVID, mais le tout s'est passé dans l'Arena. On a utilisé la surface de l'Arena au complet pour pouvoir au moins donner aux enfants un moindre plaisir de pouvoir contrer cette situation-là que tous vivaient. Alors, ça a été fait. Ça a été un très bel été. C'était une réussite. Et une fois passé, bien là, il a fallu revoir encore à nouveau durant l'automne. On ouvre-tu l'Arena, on ne l'ouvre pas, de quelle fréquence? La piscine, la personne extérieure. C'est tout ça qu'il fallait revoir. Notre personnel de voirie, comment il travaille et tout. Alors, ça a été un travail vraiment d'ajustement, là, du jamais vu. Moi, ça fait 40 ans que je suis à la ville, là. C'est du jamais vu. Puis pour tous, notre génération, c'est l'inédit. Donc, tout ça mis en place fait que, au niveau du conseil de ville, moi, comme maire, j'étais en lien direct avec le réseau de la santé. À tous les jours, ils nous orientaient dans des messages très précis, privés. Après ça, c'était transmis au public, mais nous, on avait des devoirs à faire selon leurs directives à prendre. Donc, c'est ce qu'on faisait en tout temps jusqu'au mois de novembre. Après ça, c'est le contrôle, la médecine a pris le contrôle de la situation, même si la pandémie a augmenté de cas après les vacances de Noël. Mais la médecine était quand même là un peu plus au fait de comment se battre contre la bête. Pour vous dire, ici, dans le Bas-Saint-Laurent, depuis le 11 mars dernier, le 11 mars 2020, jusqu'au 16 mars, c'est-à-dire aujourd'hui, 16 mars 2021, il a été recensé au Bas-Saint-Laurent 1628 cas de personnes qui ont eu des effets du COVID. 1628 cas. De ces cas-là, 1547 personnes en ont ressorti guéries. Alors, finalement, si vous faites la soustraction du 1628 cas recensés, moins 1547 cas guéris, bien, il reste 81 cas qui étaient en suspens. Dans ces 81 cas-là qui étaient atteints du COVID, il y a 30 personnes dans le Bas-Saint-Laurent qui sont décédées. Puis il reste 51 cas qui sont encore en surveillance, mais au 16 mars, là où je vous parle, il n'y a aucun cas d'hospitalisation du COVID présentement dans les hôpitaux dans le Bas-Saint-Laurent. Je ne pense pas que ce soit descendu du ciel comme ça,
qu'on réussisse à passer au travers plus facilement que d'autres régions telles que Montréal ou des grands centres. Je pense que notre région, la distanciation, je pense aussi le vieillissement des populations plus âgées qui ne sortaient plus ou moins de chez eux, alors les échanges étaient moins forts, moins présents, puis ça évitait la propagation du virus. Là, ce qui est beau, c'est que présentement, vous avez tout ce qui est des personnes qui sont dans les RPA, dans CHSLD, ont reçu le vaccin. Puis là, il y a une guéguerre présentement entre le vaccin qui est bon, moins bon, des caillots de sang et tout. Là. Vous savez, là, moi, je pense que l'être humain puis notre système de santé, là, tel qu'on le connaît au Québec présentement, le seul élément que la science a pu trouver pour s'en sortir ou se protéger, c'est se distancier des autres, faire attention de ne pas avoir de contact proche avec au niveau salivaire, entre autres. Se laver les mains. Vous savez, c'est ce qu'on a appris quand on était jeune, se laver les mains en premier de tout. Il faudrait continuer à y penser, à le faire. Mais l'autre élément aussi que la science n'a pas pu trouver mieux que ça, on appelle ça le vaccin. C'est se faire vacciner. On peut être contre, on peut être pour, on peut dire que c'est une machination mondiale, puis que c'est les États aussi, puis c'est les capitalistes qui veulent rouler le monde à l'envers, tout le kit. On peut avoir toutes nos idées, mais il reste une chose. À l'heure actuelle, ce que l'être humain connaît pour se sauver de ce qui se passe là à l'heure actuelle, c'est de prendre soin de soi, c'est-à-dire aller se faire vacciner. Ne vous privez pas de ça. Moi, je vais vous dire une chose, j'étais résistant à ça, même il y a environ, jusqu'à un mois passé, un mois et demi, à dire, j'y vais-tu pas, quand ça va être mon tour, les 65 ans et plus, là, j'y vais-tu ou j'attends encore? Puis ma décision est prise, je vais y aller. Donc, ça s'enligne comme ça. Les éléments qui restent à voir là, au niveau de notre région, je prends au niveau des Basques. Vous savez, le Bas-Saint-Laurent, il y a 8 MRC. La MRC des Basques, là, jusqu'au 16 de mars, là, on a eu 34 cas de personnes qui ont été atteintes par le COVID. Y a-t-il eu des morts ou pas? Le réseau de la santé ne le dit pas dans la précision. C'est la MRC des 8 la plus faible en frais d'atteinte de cas de COVID. Bon, on est la moins populeuse aussi, mais ce que je veux vous dire, c'est que Rivière-du-Loup, là, au 16 mars, là, il était rendu à 307 cas, puis Rimouski, 599 cas de COVID. Donc, les grands centres sont plus affectés, plus de chances de contact, plus grosse population. Mais ici, dans les Basques, si vous en regardez ça comme il faut, là, eh bien, moi, je te dis, notre vie, si vous regardez ça, là, la base de notre vie n'a pratiquement pas été attaquée. Les épiceries ont resté ouvertes, les pharmacies ont resté ouvertes, le transport aussi. Ce qu'on avait besoin, les bureaux de médecins ou tout, bon, il y a eu une petite période plus tranquille, mais dans l'ensemble, notre société, quand on parle de la MRC des Basques, vit avec des commerces, des affaires qui sont seulement au niveau de la base de notre vie, de ce qu'on a besoin, de nos moyens. Donc, il n'y a pas grand luxure qui ont été fermés. Alors, c'est ce qui fait que ça nous donne une idée, mais je pense qu'il faut garder retenir des choses dans ça. Revenir à des choses simples, une fois que ça va être passé, à des choses de base, vivre avec des choses de base et essayer de pas trop s'en ajouter, c'est de vivre au plus simple de notre quotidien. Je pense que c'est déjà, je pense que ce serait un principe qui serait à retenir. L'autre menace qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, il y a tout le côté psychologique, émotif des gens, qui, ça, là, n'est pas apparent, là. Il y a des fortes chances qu'on y retrouve des détresses humaines. Ça, là, c'est aussi grave que le COVID, vous savez. Il n'y a pas grand piqûre qui guérisse ça, la détresse humaine. Si jamais vous vous sentez fragilisé de par ce que vous avez vécu les dernières années, moi, je pense que notre réseau de santé a des ressources humaines à tous les niveaux dans ce que vous vivez comme détresse, puis n'hésitez pas de les prendre et de vous faire aider. Alors, bonne guérison. Puis je pense qu'il faut continuer à persévérer. Je pense qu'on est parti sur une bonne lancée. Alors, c'est ça. On l'a vécu tout ensemble, puis merci de m'avoir écouté. C'est ce qui conclut notre émission. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Le temps se réchauffe graduellement. Là, on aime ça de même, hein? Donc, suivez-nous sur Facebook, sur YouTube et n'oubliez pas d'aller visiter notre nouveau site web, en fait, la refonte de notre site web, tcbh.tv. Sur ce, tout le monde, bonne semaine!
Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.